but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. En août 2024, mon 28e livre est paru. C'est Réconciliation, une histoire de coup de foudre entre communautés rivales. Et une question récurrente avec mes 28 livres sortis, c'est est-ce que je fais passer des messages? Et la question est récurrente parce que aussi loin que je m'en souvienne, depuis mes toutes premières histoires, depuis mes tout premiers brouillons, j'ai toujours raconté, j'ai toujours eu des castings multiculturels. Et ça, ça a toujours été inconscient jusqu'à ce que ça devienne conscient. Mais ça a toujours été inconscient parce que j'étais en train de mimer ma réalité. Et ma réalité a toujours été un melting pot. Je viens d'une famille métisse depuis maintenant 6 générations. Je suis la 5e. J'ai grandi dans différents pays, différents continents. Je suis allée dans des écoles françaises de l'étranger, donc plus divers qu'une école internationale à l'étranger. On ne va pas trouver. Donc toute ma vie, depuis que j'ai 3 ans, depuis que je suis entrée en maternelle, j'ai toujours été confrontée à différentes origines, à différentes langues, différentes cultures, différents accents. Donc je ne sais pas c'est quoi mon accent à moi et d'où mes barbarismes du genre. On ne m'a pas enseigné un français générique, on va dire ça comme ça. Donc j'ai toujours grandi entourée de personnes qui ne me ressemblaient pas. Et forcément, comme personne ne se ressemblait dans la façon dont j'ai grandi, on était tous égaux. On se ressemblait tous, en fait. En réalité, puisqu'on était tous différents, on était tous les mêmes. Et quand j'ai commencé à écrire au collège avec mes brouillons, puis quand j'ai terminé mes premiers livres au lycée, j'ai donc calqué ma réalité dans les histoires que je raconte. Et ça a toujours été l'arc-en-ciel. Et quand je parle d'arc-en-ciel, c'est pas un arc-en-ciel en particulier. Je suis en train de parler d'un arc-en-ciel du type de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est considérée une nation arc-en-ciel parce qu'après des décennies d'apartheid, ils ont mis en avance la richesse multiculturelle. Ils ont 11 langues officielles. Le drapeau est un arc-en-ciel. Donc c'est cet arc-en-ciel-là, en plus de tous les autres arcs-en-ciel, qui font partie de mon existence, de mon vécu, de mon éducation, qui font partie de la façon dont je perçois le monde. Et quand je parle de mes histoires, de mes romans, de ce que je raconte, je dis toujours que j'écris des histoires d'amour et d'amitié de tous les jours avec des personnages qu'on croise dans la rue, des personnages, nos voisins, médecins, collègues, camarades, du genre des personnes qu'on peut croiser en allant faire les courses, croiser quand on prend les transports, croiser à l'aéroport, à la gare, où vous voulez. Parce que j'aime les personnes ordinaires et pour moi, les personnes ordinaires viennent de tous les horizons. Ils ont toutes les origines, toutes les croyances, toutes les couleurs, tous les genres, toutes les foi. Donc, pour certains, cette idée-là, ce côté très arc-en-ciel de mes histoires, ce côté très melting pot, ce n'est pas naturel. Parce qu'on est habitué, surtout en édition en Occident, on est habitué à un milieu homogène. Tout le monde est blanc, tout le monde vient des mêmes endroits, tout le monde a eu la même éducation, tout le monde a quasiment la même, forcément la même lignée parce que c'est pas la lignée, mais tout le monde a un tronc commun. Par exemple, quand j'étais tous les enfants étrangers qui sont dans des établissements français de l'étranger, ils commencent à prendre
sur la Seconde Guerre mondiale, les profs, la première réaction, le réflexe des profs, c'est poser la question à vos parents, à vos grands-parents, poser des questions sur la Deuxième Guerre mondiale à vos grands-parents. Mais les gens, tout le monde ne vient pas d'Europe, tout le monde n'a pas des grands-parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et l'ironie de ce genre de discours quand on est en train d'enseigner en Angola, et à cette époque-là, l'Angola était encore en guerre, genre, pour moi et certains de mes camarades, on était en train de se dire, les gens, on n'a pas besoin de poser la question à nos grands-parents, on est en train de vivre une guerre là tout de suite maintenant. On est en train de vivre le marché noir, la pénurie, le rationnement en ce moment. Les genre, hello. Donc, même s'il y a différentes classes sociales en France, il y a différentes classes sociales dans le monde entier, hein, mais même s'il y a des différentes classes sociales en France, il y a un tronc commun. Ça veut dire que tous les descendants des Gaulois ont tous des grands-parents ou des arrière-grands-parents maintenant qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tout le monde qui connaît soit un résistant, soit un collabo. Il y a tout le monde qui connaît quelqu'un qui. C'est ça le tronc commun. Donc quand on est en train de parler de romans écrits par des Français pour un public français, c'est ça le tronc commun. Donc évidemment, c'est très homogène. Est-ce que c'est un problème, c'est un défaut? Je ne le pense pas, parce que ça aussi, c'est ça aussi la diversité. Mais ça ne veut pas dire que quand on vient d'un milieu hétérogène comme le mien, ce n'est plus normal, ce n'est plus habituel. Non, ce sont juste des perspectives différentes. Et forcément, puisque j'aime mettre en scène des gens ordinaires, et les gens ordinaires, ils ont toutes les corpulences, ils ont toutes les couleurs de peau, ils ont toutes les différences. J'ai des personnages qui portent des handicaps, j'ai des personnages qui sont différents, j'ai des personnages qui, peu importe, parce que ce sont les gens ordinaires, ce sont les gens qu'on croise. Donc je raconte l'histoire de personnes qu'on croise. Mais ce n'est pas parce que ce sont des gens ordinaires qui peuvent avoir une différence ou autre que je veux forcément faire passer un message. Parce que c'est comme si on me disait que parce qu'on est différent, il faut forcément être porteur d'un message, porteur d'espoir, forcément on doit être militant, forcément on doit être une inspiration. Non les gens. Je ne fais pas passer de messages dans mes histoires. Je n'en fais jamais passer des messages dans mes histoires. Quand je me lance dans l'écriture, et je recule un instant, je sais qu'il y a des romancières qui disent que non, je veux passer un message dans mes histoires, je veux passer des messages féministes, des messages antiracistes, des messages de tolérance, des messages... C'est excellent, c'est très bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas ce que moi je veux. Moi, quand je me lance dans l'écriture d'une histoire, ce que je veux, c'est raconter une histoire. Je n'écris pas de fables. Je n'écris pas des histoires avec une morale à la fin, du genre parce qu'il est gentil, il a gagné, parce qu'il est méchant, il a perdu. Ce n'est pas ça que je veux. Surtout que ce n'est pas ça la réalité. Et encore une fois, j'aime raconter les histoires de personnes ordinaires, et les personnes ordinaires, comme moi, commettent des erreurs. Elles prennent des mauvaises décisions. Elles font les mauvais choix. Et moi, non seulement j'ai pris les mauvais choix, certains de mes mauvais choix m'ont condamné pendant 10 ans. Et je suis encore en train de vivre les conséquences de mes mauvais choix 10 ans plus tard. Les gens ordinaires ne sont pas parfaits. Ça ne m'intéresse pas, les gens parfaits. Ils ont des reliefs, ils ont des aspérités, ils ont des qualités et des défauts, surtout des défauts. Et les histoires que je raconte, dans les histoires que je raconte, il y a un enchaînement. Il peut y avoir un enchaînement de bonnes décisions comme un enchaînement de mauvaises décisions. Il y a des conséquences. Dans Réconciliation, mon héros
enchaîne les mauvaises décisions. En fait, est-ce qu'il en... Oui, c'est pas qu'il enchaîne les mauvaises décisions, mais il a pris une mauvaise décision qui, en conséquence, était une autre mauvaise décision. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vais pas spoiler. Mais quand ça va se savoir, quand mon héroïne va découvrir les mauvaises décisions qu'il a prises, est-ce qu'on peut dire que ça va partir en cacahuète? Ça part en cacahuète, pardon pour les allergiques. Donc, il y a un moment dans mon histoire où on pose la question, est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on pardonne les mauvais choix? Est-ce qu'on pardonne les mauvaises décisions? Est-ce qu'on pardonne les liens, etc. Ça, c'est une réflexion qui est mise en avant dans mon roman. Et c'est quelque chose qui rejoint ce côté de moralité, ce côté d'inspiration, ce côté de faire passer des messages. On ne peut pas faire passer un message si on est en train de subir les conséquences de ses actes. Ce n'est pas un message dont on parle. C'est une conséquence. Là, j'ai mon t-shirt Malus Karma. Mais le karma, quand on parle, oui, attention au karma, etc. Non, mais c'est oui, retournement de bâton, oui, à la façon dont tu es en train de gérer ta vie et aux décisions que tu prends, parce que ça peut avoir un effet domino sur tout le reste. Alors, est-ce que je fais passer des messages dans mes histoires? Non. Je ne fais pas, je ne veux pas, ce n'est pas pour ça que j'écris. J'aime écrire des odes aux personnes ordinaires, aux personnes lambda, aux personnes que je pourrais croiser dans la rue. J'aime rêver de ces histoires. Ce sont ces histoires-là plutôt qui me font rêver parce que je suis une personne ordinaire, je suis une personne lambda, je suis la personne que vous allez croiser en faisant des courses. Et je veux pouvoir imaginer que les personnes que je suis en train de croiser sont en train de vivre de belles histoires. Parce que pour moi, le plus important dans ce que je raconte, dans ce que j'écris, c'est de montrer que tout le monde a droit, tout le monde mérite sa propre histoire d'amour. Comment on y arrive? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on y arrive. Mais est-ce que ça, en soi, c'est faire passer un message? Je ne pense pas. Je pense surtout que le message qu'on pourrait percevoir dans mes histoires ne viennent pas de moi, mais viennent de mes lectrices. Du genre, si vous trouvez que je fais passer un message dans mes histoires, c'est plutôt votre perception du message, ou votre perception de la tolérance, ou votre perception de la différence, ou votre perception de ma propre réalité. Mais ce n'est pas ce que moi j'ai écrit, c'est ce que vous avez lu. Et ça dépend de votre propre histoire, de votre propre perception. J'ai écrit il y a quelques années une micro-novelle en m'inspirant de photographies de l'orchestre symphonique de Kinshasa. Et l'orchestre symphonique de Kinshasa a la particularité que les musiciens ne sont pas des pros. Ce sont des personnes de tous les jours, des personnes ordinaires qui ont appris un instrument pour participer à cet orchestre. Et la photo que j'ai choisie pour m'inspirer, c'était pour le FOTSOC, qui est le festival de la photographie, le festival international de photographie sociale de Sarcelles. Je ne sais pas si c'est encore en cours. Et dans le catalogue, j'ai choisi, j'ai participé au catalogue. Et donc la photo que j'ai choisie, c'était une femme qui jouait au violoncelle devant son étal d'œufs. Donc c'était pour moi, donc mon texte c'était La marchande d'œufs. Et c'était un texte très très court où je mettais, c'était en 2 paragraphes. Dans le premier paragraphe, la marchande
était en train de raconter le fait qu'il y avait une cliente qui, quand elle arrive, il y a de la condescendance, c'est pas qu'elle est impolie, mais il y a de la condescendance. Du genre, on va acheter les œufs, mais au-delà de ça, il n'y a pas un regard, il n'y a pas un intérêt pour la personne. Du genre, il y a de l'indifférence. C'est surtout ça, il y a cette indifférence. Et elle compare, donc la marchande compare dans le deuxième paragraphe à cette même cliente qui le soir va la voir en train de jouer sur violoncelle avec tout l'orchestre, parce que tout d'un coup c'est là l'endroit où il faut être, il n'y a plus autant d'indifférence, mais la cliente n'a aucune idée que c'est la marchande qui est en train de jouer au violoncelle, elle n'en a aucune idée. Et je me suis fait bêta lire cette micro-nouvelle. C'était vraiment juste 2 paragraphes. Je me suis fait bêta lire cette histoire. Et ma bêta lectrice a fait le commentaire que je trouve dommage de donner cette image des expatriés. Cette indifférence des expatriés, etc. Et moi, j'ai fait, cousine, à aucun moment, je n'ai parlé d'expatriés. À aucun moment, je n'ai parlé de l'origine de la cliente, de la couleur de peau de la cliente. À aucun moment, je n'ai parlé de la classe sociale. Non. Je fais comprendre la classe sociale de la cliente, mais je ne donne pas la couleur de peau, je ne donne pas de nom, je ne donne pas de classe sociale. Je ne donne pas une étiquette, voici qui elle est. Non, je parle juste du point de vue de la marchande qui se dit que face à elle, il y a cette cliente qui est indifférente, mais qui n'est plus aussi indifférente quand il y a l'orchestre. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, la perception de ma bêta lectrice avait 100% à voir avec elle. Parce que dans mon idée de départ, je n'ai jamais pensé à une expatriée. Parce que, newsflash, en Afrique, le continent, il y a des classes sociales, il y a des personnes très riches, des bourgeois. En Afrique, il y a des personnes très snobs et ils n'ont pas besoin d'être expat pour être snob. Ils n'ont pas besoin d'être blanc pour être snob, pour être indifférent, pour être condescendant. Du coup, j'ai écrit une histoire. Et j'ai écrit l'histoire, pas pour passer un message, mais l'histoire qui m'a inspiré la création de cet orchestre symphonique de Kinshasa, qui m'a inspiré cette photographie où cette marchande était habillée en robe de gala en train de jouer son violoncelle alors qu'elle était en plein marché. Et je me suis inspirée, moi, de mon vécu en tant que Congolaise, alors que je ne fais pas les marchés. Mais les 2-3 fois où je suis allée dans un marché à ciel ouvert, j'ai pu voir les différences, les différents traitements des marchands. Du genre, et ça, je ne peux pas dire pour le Congo démocratique, mais par exemple en Angola, peu importe la classe sociale de la maîtresse de maison, c'est la maîtresse de maison qui va au marché. Donc, elle peut aller au marché avec ses Chanel, avec je sais pas quoi, mais c'est elle qui va faire les courses. Du genre, elle peut aller accompagnée de sa femme de ménage, mais c'est elle qui est en train de faire ses courses, c'est elle qui décide, c'est elle qui négocie, c'est elle qui... Voilà. Donc, j'ai appliqué ma perception, moi, d'angolaise, dans cette histoire de marchande congolaise, mais ma bêta lectrice, elle a vu une expatriée occidentale. Alors, dans ce cas-là, quel est le message que j'ai voulu faire passer? Aucun.